Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 août 2021 et il est temps de faire un point complet sur les marchés. Avant toute chose, un avertissement, les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Comme d'habitude, je vous invite à suivre les rendez-vous sur Zone Bourse tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin, tous les jours Planète Bourse de Roxane Nojac, qui fait également un point hebdo le vendredi qui s'appelle Pump and Dump. Et comme tous les mardis, on se retrouve tous ensemble. Cette fois-ci, ce sera les marchés en ossolidation. Qu'est-ce que la ossolidation ? Eh bien, c'est tout simplement une hausse qui comprend des consolidations, mais qui sont très courtes, qui sont en intraday. C'est-à-dire que ce sont des marchés où il y a énormément de valeurs qui ne font plus de repli, plus de pullback, plus de respiration, mais qui montent graduellement, petit à petit, parfois sans volume, parfois avec une volatilité relativement faible. Car ne l'oublions pas, nous sommes en plein milieu de l'été, la saison des résultats arrive sur sa fin, donc les marchés vont manquer de catalyseurs avant le grand rendez-vous du mois d'août, c'est-à-dire Jackson Hole le 30 août. Au sommaire de cette émission, un focus marché pour les derniers décalages de prix, un top flop macroéconomique et comme d'habitude, des analyses graphiques, des indices matières premières, crypto et vos actions préférées. Focus marché, on prend les mêmes et on recommence. Nouveau record historique du Dow Jones, du S&P 500, du Nasdaq 100. Les indices américains profitent de l'inertie haussière des marchés, tendance court terme, moyen terme et long terme haussière. Il y a toujours des flux entrants importants, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit des particuliers, ou bien les entreprises qui rachètent leurs propres titres, les fameux buybacks. Et puis on notera aussi un nombre de deals importants depuis le début de l'année. Et tout cela avec des bons résultats d'entreprise. Eh bien, ça permet aux indices de continuer d'inscrire de nouveaux records. Nous avons d'ailleurs dépassé les objectifs de 100% des analystes de Wall Street, les objectifs qu'ils avaient donnés en décembre, et qu'il relève progressivement pour la fin de l'année, voire les années à venir, on le verra dans la partie macro. Le marché monte également puisque la Fed est en soutien, je le rappelle, le programme de soutien de la Fed c'est 120 milliards de dollars par mois. Enfin, les marchés ne semblent pas effrayés par les perspectives d'un tapering annoncé prochainement. Les différents membres de la Fed préparent le terrain. Alors qu'est-ce que c'est que le tapering ? C'est tout simplement le ralentissement des achats d'actifs de la part de la Banque centrale américaine. Attention, cela ne veut pas dire que d'un coup la Banque centrale va arrêter de soutenir les marchés. Simplement, elle va les soutenir un peu moins. Et quand on étudie les périodes passées, on se rend compte que les périodes de tapering ne sont pas forcément des périodes baissières. Ce qui peut faire peur au marché, en fait, c'est un calendrier de hausse de taux. C'est une hausse de taux dès 2022, plus rapidement qu'attendu. Pour le moment, on les attend en 2023. Je fais ainsi un peu un parallèle, parce que en 2018, les banques centrales parlaient de hausse de taux, les marchés avaient baissé, et à ce moment-là, les banques centrales avaient fait un pas en arrière, voire deux, voire trois. Donc, le tapering, qui devrait potentiellement être annoncé d'ici un mois, n'est pas forcément un élément baissier, mais c'est un élément qui veut dire que la Fed sera un peu moins en soutien. Le CAC 40 enchaîne les records, portés par le luxe, les cycliques, dans une moindre mesure les bancaires, la volatilité sur les plus bas de l'année, les volumes également, c'est normal, on est mi-août et c'est la période la plus calme après les fêtes de Noël. 87% des entreprises aux États-Unis ont déclaré un bénéfice par action supérieur aux estimations. C'est le pourcentage le plus élevé de sociétés du S&P 500 ayant déclaré une surprise positive depuis que l'agence FactSet a commencé à suivre cette mesure en 2008. Donc là, on est vraiment dans l'effet reprise post-Covid avec des résultats absolument exceptionnels
qui montre d'une part une forte reprise par rapport à l'année d'avant, mais qui montre aussi une continuation, une augmentation des bénéfices des entreprises, notamment quand on regarde les GAFA aux États-Unis. Et comme je vous l'ai expliqué dans certaines des dernières émissions, avec tous les plans de relance et avec les soutiens des banques centrales, les économistes s'attendent désormais à ce que l'économie américaine croisse plus rapidement que le rythme qu'elle aurait dû avoir sans la crise du Covid. On a tellement injecté de charbon et de dynamite, voire de nitroglycérine dans la locomotive économique qu'on est actuellement dans un rythme très fort et les économistes s'attendent à ce que ce dernier perdure. Simplement, comme on pourra le voir aussi sur la macroéconomie, dans certaines zones, on va déjà vers une certaine normalisation, vers un retour un peu plus à la normale. Un retour à la normale, ça ne veut pas dire une baisse, ça veut dire juste un retour vers des moyennes saisonnières habituelles, historiques, là où on était dans de l'exceptionnel depuis 2 trimestres. Les PMI, donc les indices d'activité, manufacturiers ou des services, montrent une reprise forte aux États-Unis et en Europe, une accalmie en Chine et en Asie, sorte de normalisation après 3 trimestres de reprise historique. On notera également en Chine qu'avec le variant, il y a une forte baisse des déplacements, une forte baisse du nombre de billets d'avion vendus et de nombre de personnes qui circulent. C'est ce qui fait qu'actuellement les marchés n'osent pas monter plus vite, si je puis dire, puisque d'un côté, certes, on a cette reprise économique absolument fulgurante, mais de l'autre côté, on a toujours des variants qui, ci et là, viennent empêcher la reprise ou l'accélération dans certaines zones économiques. Le pétrole WTI, d'ailleurs, a reculé en fin de semaine dernière et en ce début de semaine, il est revenu sur les 65 $, donc à peu près à 15-20% de ses plus hauts annuels, parce que justement la macroéconomie chinoise ralentit et toujours ce variant en Asie qui pèse et qui pourrait continuer de peser. Les métaux précieux, l'or et l'argent, ont connu des séances compliquées avec des chutes marquées pour l'or et l'argent dans le sillage du NFP de vendredi dernier. Le NFP, c'est les Non-Farm Payroll, ce sont les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Ils étaient supérieurs aux attentes, l'emploi va bien. L'emploi, c'est vraiment le focus de la Banque centrale américaine actuellement, moins l'inflation. L'inflation, les banquiers centraux pensent qu'elle est très forte mais qu'elle va retomber. Excusez-moi. Et ce qui les importe vraiment, c'est les chiffres de l'emploi. Et les banquiers centraux, certains membres de la Fed, ont dit que si les chiffres de l'emploi se maintenaient sur des niveaux aussi bons dans les 2 mois à venir, eh bien qu'ils seraient contraints justement de débuter ce fameux tapering, donc le ralentissement des achats d'actifs par la Fed, et possiblement de penser à des hausses de taux un peu plus rapides que prévu. En tous les cas, qui dit tapering, qui dit hausse de taux à terme, dit environnement favorable pour le dollar américain. L'or et l'argent étant cotés en dollars, eh bien, ces derniers ont baissé. Enfin, le Bitcoin est passé de 30 000 à 45 000. Donc il a gagné 50% dans l'espace de quelques semaines. On est passé d'un certain pessimisme, peut-être pas encore à de l'euphorie, mais en tous les cas à une confiance retrouvée. On est sorti du range dans lequel on était bloqué entre 30 et 42 000 et on fait face désormais à une grosse zone de résistance majeure entre 47 et 50 000 $. En termes d'actualité action, 90% des entreprises ont publié leurs résultats. Il en reste quelques-unes cette semaine. On aura par exemple Coinbase, le spécialiste des cryptos, qui va publier ce soir. On a eBay demain. On a certaines sociétés du Nasdaq comme Wish, Palantir qui vont publier jeudi. Donc voilà, encore quelques résultats qui vont rythmer les échanges. On passe au top flop. Le top flop, il a plusieurs fonctions. Faire un tour de la planète en termes de macroéconomie, d'étudier les flux et puis aussi de comprendre certains graphiques et de ne pas les surinterpréter.
Sur Twitter, comme sur les sites internet économiques et boursiers, on a souvent des personnes qui sont soit permabull, soit permabir, c'est-à-dire qui ne voient que les graphiques qui disent que ça va monter ou que les graphiques qui disent que ça va descendre. Je pense que ce qu'il est bien, c'est de regarder les deux. C'est pour ça que dans Stop Flop, je prends toujours des graphiques haussiers, des graphiques baissiers et j'essaye de vous les expliquer. J'ai un chat dans la gorge, désolé. Alors, à gauche, vous avez un graphique qui montre le pourcentage d'analystes qui sont à l'achat sur la plupart des valeurs américaines, sur les 1000 valeurs américaines, les 1000 plus grosses. Et on peut voir que les analystes n'ont pas été autant à l'achat dans leurs recommandations que depuis 20 ans. Alors on n'est pas dans les excès, bien évidemment, de la bulle Internet, mais on est dans un fort optimisme, dirons-nous. Et actuellement, 90-100% des analystes sont haussiers sur les marchés, sont haussiers sur les actions, revoient à la hausse leurs anticipations, parce qu'on a des chiffres publiés qui ont été excellents. D'ailleurs, le graphique de droite, c'est la proportion des entreprises qui ont battu le consensus. Je vous ai parlé en début d'émission du chiffre des 88%. C'est un record pour le pourcentage de sociétés qui battent le consensus dans leurs publications, puisqu'on est actuellement dans une reprise absolument exceptionnelle. Des résultats qui sont bons et en plus des perspectives qui sont revues à la hausse. Et c'est ce qui justifie le niveau actuel des indices boursiers. Ici à gauche, le Buffett Indicator, donc c'est une comparaison entre le poids du marché action et le PIB américain. On peut voir que quand on va très vite, très haut, on peut connaître par la suite des corrections, comme on l'a connu en l'an 2000, dans une bien moindre mesure en 2008. Désolé. Actuellement, sur cet indicateur, on est à 215%. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre que les entreprises américaines, et notamment les GAFA, ne sont plus des entreprises que l'on peut simplement comparer avec le PIB américain. Ce sont des sociétés mondiales. Et donc, je me dis que même si cet indicateur est intéressant et met la puce à l'oreille sur le fait qu'on va très vite, très haut, ce n'est pas parce qu'on a dépassé un certain seuil que pour autant il faut sortir du marché ou il faut se mettre à jouer la baisse. C'est tout simplement un nouveau paradigme dans lequel les sociétés américaines sont en train de grignoter l'ensemble de la planète. D'ailleurs, vous voyez sur le graphique de droite la capitalisation boursière américaine par rapport à la capitalisation boursière mondiale. Et donc, quand je vous dis que les États-Unis ou les GAFA sont en train de grignoter ou de manger la planète, eh bien, vous voyez que la part des actions américaines dans la capitalisation boursière mondiale est passée de 2011 à 2021, donc en 10 ans, de 30% à 43%, ce qui n'est clairement pas négligeable. Du coup, les résultats des entreprises sont bons, les chiffres macro sont bons, même si ça se normalise dans certaines zones. Et certains analystes revoient leur copie à la hausse. Alors chez le cabinet Le Tauld aux États-Unis, on voit carrément un S&P 500 à 6000 points d'ici 2025. On est actuellement à 4400 points. Donc ça nous donnerait encore 30% de potentiel à échéance 3 ans. Pour Goldman Sachs, le rythme de progression pourrait être un peu plus soft. Actuellement, Goldman Sachs vise 4700 points d'ici la fin de l'année, donc encore 7-8%, et vise 10-12% de hausse d'ici la fin de l'année 2022. L'inflation, toujours au cœur des débats, au cœur des résultats et des publications des entreprises. Ici, vous avez le nombre de fois que le mot inflation a été utilisé dans les rapports des compagnies par rapport à ce que c'était l'année dernière. Donc on peut voir que le mot inflation est énormément cité. En effet, on a des tensions sur le transport,
On a des tensions dans certains secteurs, comme les semi-conducteurs, ce qui engendre des tensions aussi sur les livraisons, par exemple dans le secteur automobile. On voit le coût de la main-d'œuvre qui monte, le transport qui monte, la supply chain qui monte. Donc tout ça laisse entendre qu'on a une inflation qui est forte, qui est présente, qui pourrait encore durer un certain temps. Le pari de la Banque centrale américaine là-dessus, c'est que certes l'inflation pourrait durer quelques mois, quelques trimestres, mais qu'elle devrait retomber d'elle-même par la suite, courant 2022 puis 2023. C'est un jeu dangereux parce qu'en fait, si l'inflation explose littéralement, la Banque centrale va être contrainte d'accélérer son processus de tapering et de monter ses taux plus vite que prévu. Et ça, bien évidemment, ça pourrait chatouiller les marchés. Ici à gauche, vous voyez les indices PMI en Europe. Donc on peut voir qu'on est vraiment dans ce phénomène de reprise fort. Ici à droite, vous voyez les PMI en zone Asie. Et vous voyez qu'après une reprise forte et historique, on est en train de se stabiliser, de normaliser. Donc c'est ce fameux processus de normalisation dont je vous parle depuis plusieurs semaines. Je vous ai expliqué depuis plusieurs mois que 2021 serait une année exceptionnelle en termes de macroéconomie, en termes de résultats d'entreprise, en termes des PMI, en termes d'inflation, etc. Voilà, c'est vraiment le boom économique. Simplement, après, il y a ce processus de retour à la normale que j'appelle normalisation. Petit zoom sur l'emploi américain. On disait donc que les NFP, donc les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, avaient été publiés vendredi dernier. Le taux de chômage était attendu en baisse à 5,7%. Il est tombé en dessous. Il est tombé à 5,4% et a donc battu les attentes. Les États-Unis ne sont pas loin de retrouver leur niveau d'avant-crise, encore un effort à faire. Donc le dollar en a profité, puisque comme je vous l'ai dit en premier lieu, reprise de l'emploi aux États-Unis, la Fed est contente et elle pourrait donc faire du tapering et à terme hausse de taux, qui dit hausse de taux dit soutien au dollar américain. Je vais vous parler des flux également en première partie d'émission. Parmi les flux qui achètent, qui entrent sur les marchés et qui soutiennent les marchés, eh bien, il y a les buybacks. Goldman Sachs s'attend à ce que cette année 2021 soit potentiellement une année record avec des entreprises qui rachètent en masse leurs titres. Concernant le sentiment des PDG, ou bien on va dire le sentiment qui ressort dans les publications des entreprises, on peut noter qu'il y a eu beaucoup de positivité, de wishful thinking, comme diraient les Américains, sur les premiers trimestres de l'année, et là on va dire que ça se calme un petit peu. Enfin, je finirai avec la saisonnalité. La saisonnalité, vous le savez, ce sont des maths, ce sont des moyennes. Il y a des fois ça fonctionne bien, d'autres pas du tout. Se servir d'une saisonnalité pour prendre position sur le marché me semble un peu léger. Il faudrait plus que ça, il faudrait des signaux forts, des divergences, des cassures de support, etc. On prend rarement un indicateur seul en fait pour prendre une position sur le marché. Simplement, voilà, la saisonnalité du VIX montre que sur les 30 dernières années, le mois d'août et de septembre peuvent connaître des pics de volatilité, notamment avec Jackson Hole à la fin du mois d'août. Et le mois de septembre est un des pires mois boursiers, qui dit potentiellement stabilisation, baisse des prix, dit hausse du VIX. Après, on peut regarder le truc dans tous les sens. Et par exemple, regarder qu'est-ce que la saisonnalité dans l'année 1 du nouveau cycle présidentiel, après l'élection d'un président, donc de Joe Biden. Et on peut voir que août est très mauvais en moyenne, et on peut voir que septembre, si on prend les chiffres depuis 1970, c'est pas très bon. Si on prend les chiffres depuis 1990, ça peut être positif. Voilà. Donc que nous disent ces deux graphiques? Eh bien, ils nous disent simplement que fin août, avec Jackson Hole, avec la politique monétaire américaine, on peut connaître peut-être un pic de volatilité, des petites tensions sur le marché action. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir. Ça veut dire que sur certaines actions, on prend des bénéfices. Sur certains indices, si on est vraiment très haut sous des résistances majeures, on peut se couvrir. Mais voilà, c'est simplement des petits éléments pour vous mettre la puce à l'oreille.
et pas forcément qui veulent dire de sortir des marchés. On va passer à la deuxième partie de cette émission, à la partie analyse graphique. Je vous montre les valeurs dont on va parler, des valeurs au SRD et puis des cas spéciaux en France et à l'étranger, des valeurs notamment qu'on a ou qu'on a eu dans les portefeuilles Zone Bourse. Vous savez, sur le site zonebourse.com, vous avez des rubriques portefeuille. Quand vous allez dans nos portefeuilles, les screeners, etc. Et tout ça, vous pouvez le retrouver dans l'abonnement Zone Bourse. C'est l'heure de la pause musicale et de la pause café. Ah, les nocturnes de Chopin, on ne s'en lasse pas. Alors, on va passer. On commence comme d'habitude avec le 440. Le 440, long fleuve tranquille, tendance haussière de long terme, tendance haussière de moyen terme dans un canal haussier ici en bleu, tendance haussière également sur les 3 à 6 derniers mois dans ce canal ici en vert. On fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, la volatilité est réduite, le marché monte petit à petit, un petit peu comme il l'a fait en janvier ou comme il l'a fait au mois de mars. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas de signal baissier particulier. On ne sait jamais, pourquoi pas un trou d'air en plein mois d'août avec un retour sur 6700 points, ce serait un pullback sur support. Ce n'est qu'une cassure violente des 6700 points qui voudrait dire attention. Pour le moment, le 440 a l'air plutôt déterminé à aller tester son plus haut historique qui se situe à 6944,77 exactement. On est à 2% de ce record historique qui correspond d'ailleurs à la borne haute du canal bleu, du canal vert. Donc ça, ce sera une zone d'attention, dirons-nous, les fameux 7000 points, seuil psychologique. Si on arrive à grimper à 7000 points avant Jackson Hole, il conviendra d'être prudent à ce moment-là et de voir ce qu'il s'y passe. Concernant les métaux, donc on l'a vu, hausse du dollar, les métaux lâchent. En plus de ça, je dirais qu'il y a pas mal de gens qui avant utilisaient l'or comme diversification. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie des gens qui achetaient de l'or avant pour se diversifier qui aujourd'hui achètent des cryptos. Donc je pense qu'on peut potentiellement avoir des flux sortants de certains métaux précieux vers les cryptos. C'est vrai que les banques centrales achètent, mais elles achètent tous les mois quoi que fasse le marché. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans une optique de tapering aux États-Unis et de hausse de taux à terme, il est légitime que l'or soit sous pression.
Après, pour ceux qui font du long terme, pour ceux qui font du dollar cost average, c'est-à-dire des achats réguliers d'or tous les mois, tous les ans, ad vitam aeternam, bah, voir l'or baisser de 1900 à 1700 dollars, ce n'est pas une baisse qui fait forcément mal, c'est plutôt une baisse qui permet d'accumuler à moindre coût. C'est la même chose sur les cours de l'argent qui sont dans un range, donc un canal horizontal depuis plus de 6 mois, bientôt un an, et qui sont passés de la borne haute à la borne basse, voilà tout simplement avec les 22 dollars en borne basse à surveiller. Concernant le pétrole, il a perdu un peu de hauteur avec les chiffres chinois en demi-teinte et puis le variant qui continue de peser et qui empêche l'économie chinoise de tourner à plein. Donc on a perdu un bon 10%, on est revenu se poser des supports sur des supports. Vous noterez d'ailleurs que le support ici est relativement propre, c'est souvent le cas sur le pétrole. C'était une zone de résistance pendant des mois et c'est devenu désormais une zone de support. Tant que ce support tient, on peut très bien être dans une latéralisation. Enfin, concernant le Bitcoin, si vous faites du long terme sur le Bitcoin, comme je l'ai toujours préconisé, vous faites du dollar cost average, vous achetez tous les mois, quand ça monte, quand ça baisse ou quand ça monte, vous ne vous posez pas la question d'essayer de deviner le sens. Si vous faites du moyen terme, des trades sur quelques semaines à quelques mois, eh bien c'est pour cette raison que en vacances au mois de juillet, j'étais sorti du bois sur la zone des 30-32 000 dollars en donnant plusieurs zones d'achat. J'avais invité à laisser courir les positions, mais à éventuellement prendre des bénéfices autour des 40K ou des 45K et de la moyenne mobile à 200 périodes. Et après, il y a ceux qui font du trading. Alors quand on est en trading, on achète en bas, on vend en haut, on essaye de reprendre à l'achat. Voilà, me concernant, je fais pas de trading, je suis pas les cryptos à très court terme. Vendredi, j'étais en week-end, donc j'étais pas scotché devant le marché à essayer de suivre des signaux de court terme. Voilà, moi je n'essaye pas de deviner le sens. La dynamique est haussière à long terme, donc faire du DCA, en acheter un petit peu tous les mois et en avoir en diversification, je trouve ça sympa. Si vous voulez faire du trading, c'est comme sur les actions, faites avec les risques que cela incombe. Et je trouve qu'on a vraiment atteint une grosse zone, là. La zone des 47K, des 47 000 dollars. C'est une ancienne zone de support qui désormais fait résistance. Je trouve ce dépassement de MM200 un petit peu forcé. Voilà, ça m'étonnerait pas qu'on travaille cette zone de prix, qu'on latéralise, voire qu'on consolide. Il faut continuer de faire des plus bas de plus en plus haut. Je pensais qu'on reviendrait vers 35 000, on s'est arrêté à 38. Est-ce qu'on va revenir ici sur les 40-42K pour tester la cassure? C'est possible, on verra. Encore une fois, voilà, les tergiversations de court terme ne m'intéressent guère. Je trouve qu'il est légitime d'avoir des cryptos dans un portefeuille action, dans un portefeuille diversifié, d'en avoir un petit peu, pas trop, et de faire du moyen long terme et pas du trading. Ensuite, on passe aux actions. Donc on commence avec Accor. Accor, je n'aime pas, elle est très mal notée sur Zone Bourse. Il n'y a toujours pas de tourisme, toujours ce Covid qui pèse, la dynamique est baissière à court terme, on est repassé sous MM200, donc c'est plus une valeur qui est en trend following. J'ai fait une stratégie vendeuse sur Zone Bourse dessus hier. Voilà, pour moi, à la moindre respiration du CAC 40, si respiration il y avait, ce genre de titre peut perdre 10 à 15% relativement facilement. C'est un titre qui baisse quand le CAC explose à la hausse, donc si le CAC corrige, elle se fera exploser. Albiomia, j'aime bien. Tendance haussière de moyen long terme. C'est vrai qu'on est sous MM200 parce qu'on a eu une correction qui a été assez forte. En même temps, cette correction a été à la hauteur de la hausse de l'année passée. Donc tant qu'on fait ici des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, je trouve ça quand même pas mal. J'apprécie la propreté avec laquelle on teste la zone de soutien à 33 € actuellement. Quant à un éventuel signal haussier, il faut suivre la sortie de ce range. Si on sort par le haut, qu'on casse les 35,50, ce serait un signal haussier supplémentaire pour aller chercher la résistance suivante vers 38,60.
Aurubis, c'est un spécialiste du cuivre coté en Allemagne. Lorsque fin 2020, l'équipe Zone Bourse a compris, décelé, anticipé que la macroéconomie, la consommation des métaux à travers le monde, certaines industries devraient redémarrer très très fort. On s'est dit que les matières premières, et notamment le cuivre, devraient être très recherchées. Donc le point vert ici, vers 62 euros, c'était la zone d'achat de Zone Bourse au mois de novembre dernier. J'en avais parlé sur Twitter, j'en avais parlé sur BFM, sur Bismart. Et on est sorti à peu près avec un gain de 28-30%, 8 mois plus tard, en trend following, tranquillement, parce que le titre commençait à fatiguer, et d'autre part, parce que le cuivre, bien sûr, le cuivre avait atteint un objectif majeur. Vous voyez ici le cuivre sur 25 ans à peu près en données mensuelles. Donc voilà, on est dans une reprise historique, les cours du cuivre ont explosé, on a atteint les plus hauts de 2011, mais on a échoué à les dépasser. Il se pourrait donc qu'on soit sur un gros point sur le cuivre et qu'il n'aille pas beaucoup plus haut. Et c'était une des raisons supplémentaires pour sortir un titre comme Aurubis. FDJ, la Française des Jeux. Alors là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a ceux qui sont sortis qui aimeraient en avoir plus bas, ceux qui sont encore dedans qui espèrent que ça va monter, et si je dis que ça va baisser, je vais en prendre pour mon grade. Ce qu'on peut avoir noté sur FDJ, j'en ai parlé sur Twitter, c'est le concept de jouet cassé. Alors pas à moyen terme, puisque vous le voyez, elle est toujours haussière en trend following au-dessus de son oblique, au-dessus des mêmes 200, mais à court terme, elle était dans un canal aussi à forte pente qu'elle a cassé. Donc on va dire jouet cassé de court terme. Elle est donc revenue sur un support de moyen terme. Pour moi, en fait, il y a deux gros niveaux. Il y a ce niveau-là, sur lequel on est actuellement. Et si on arrive à tenir la zone et à repasser les 45-50, 46 euros et à relancer la dynamique, c'est super pour ceux qui sont dedans. Mais si ça casse, eh bien on pourrait aller un étage plus bas, sur l'AMM 200 vers 40,80, voire le seuil psychologique des 40. Et si je n'en avais pas et que je cherchais à en acheter, eh bien je pourrais surveiller l'éventuelle reprise haussière de court terme, ou bien j'attendrai patiemment l'étage d'en dessous, 10% plus bas, pour pouvoir en acheter sur un seuil psychologique doublé d'une moyenne mobile à 200 périodes. Ensuite, Elbrands. Alors Elbrands, elle ne cote plus. Elbrands, en fait, elle a été divisée en deux sociétés. Donc Elbrands, c'est une valeur qu'on avait sur le portefeuille zone bourse États-Unis, puisqu'il y a un portefeuille américain, un portefeuille européen et un portefeuille asiatique. Donc ce qu'on a fait, nous, chez Zone Bourse, c'est que, en fait, Elbrands a été divisé en deux, Victoria's Secret et Bath Body Works. On a sorti la ligne Bath Body Works et on a gardé la ligne Victoria's Secret. Victoria's Secret, donc, qui s'est mis à côté comme une action à part entière, qui s'est calé autour des 43-44 dollars et qui très rapidement est reparti à la hausse, a fait une sorte de GLB, de cassure de son intro en quelque sorte, puis une accélération haussière, notamment puisque on a des banques qui initient des couvertures à l'achat comme JP Morgan qui vise désormais les 100 dollars. Donc voilà, ça c'était une valeur qui avait été identifiée. Beau potentiel, tendance haussière, beau business. Ici, on a séparé deux entités et la meilleure entité, on a décidé de la garder chez Zone Bourse et de continuer d'essayer de la surfer un certain temps. Autre valeur du portefeuille Zone Bourse, je vous en donne aujourd'hui gratuitement pour ceux qui ne suivent pas encore les portefeuilles, mais ça peut vous donner envie. Et Tod's qui cote en Italie, Tod's donc qui est dans une sorte de configuration du Phoenix. Ici en fait sur Tod's on joue deux choses, donc d'une part vous voyez que c'était un titre qui était dans une dynamique baissière depuis 2013. On a une sorte ici de théorie du Phoenix puisqu'on a fait un plus bas, on s'est mis dans un range, on a cassé MM200 et on s'est retourné. Et sur Tod's, en fait, l'équipe Zone Bourse joue deux choses.
La première, c'est en quelque sorte la théorie du phénix, puisqu'on a touché un creux, qu'on se relève et qu'on a des gros volumes, parce que ici, c'est une recovery sur la marque que l'on joue, enfin que l'on anticipe, parce qu'on ne joue pas en bourse. Et d'autre part, on a LVMH qui est au capital, qui a 10% de la société, et dont on se dit qu'un jour, peut-être, elle pourrait faire une OPA sur le dossier. Donc voilà, TODS, ça fait partie de notre sélection de valeurs. On va passer à la catégorie Trend Following, avec Alphen. Alphen, magnifique. Voilà. Donc là, ici, vous ne l'avez pas dans les portefeuilles de Zone Bourse, me semble-t-il. On l'a dans le fonds Zone Bourse, puisque Zone Bourse a aussi un fonds, Europa One, et est positionné sur la valeur. Quand vous allez sur une fiche valeur sur le site Zone Bourse, vous avez la valeur, vous avez ses chiffres, son secteur, donc eux, ils sont dans la transition énergétique, système de stockage d'énergie, donc on en a dans le fonds Europa One. Et quand vous descendez sur une fiche valeur, vous avez parfois des stratégies actions. C'est là où vous retrouvez ma dernière analyse sur le titre Alphen, pour jouer une continuation de la hausse dans l'anticipation de nouveaux records historiques. En effet, on a réussi à regagner même 200, à prendre appui sur des supports, à redécoller, on attaque les plus hauts historiques, et comme vous le savez, une valeur qui casserait ces plus hauts historiques a plus de chances de continuer de s'apprécier qu'une valeur qui est sous ses plus hauts annuels ou historiques, ou qu'une valeur bien évidemment qui est baissière. Metex, donc là on est sur de la small caps, dossier particulier. On est dans une potentielle théorie du phénix, un creux majeur qui aurait été marqué sur l'année écoulée. On a une reprise haussière fulgurante qui s'est fait au début de l'année 2021. Vous noterez qu'ici on avait laissé ouvert un gap et qu'on est venu tester en fait la zone haute en quelque sorte sans complètement fermer le gap, mais on peut considérer voilà, que les cours sont revenus sur la zone et qu'ils l'ont tenue. D'autre part, on constate que les cours ont frôlé MM200 et sont repartis avant. Donc on est bel et bien dans une valeur qui est haussière à moyen terme, en trend following, au-dessus des MM200, où certains vont accumuler à proximité des MM200 à l'intérieur de ce canal baissier, et où les autres, les plus patients ou prudents au choix, attendront la sortie de ce canal baissier par le haut. Canal baissier qu'on peut considérer comme un drapeau. La formation d'un drapeau, en fait, c'est un mât avec une hausse violente, une consolidation dans un canal, et en cas de sortie par le haut, eh bien, c'est une continuation de la hausse. On a la même configuration sur Métropole TV, M6, souvenez-vous, avec un mât, un canal baissier, et on attend la sortie éventuelle par le haut. Moncler, en Italie, trend following, haussière à court terme, moyen terme, long terme. Très belle construction sur ce dossier. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'était, vous savez, dans l'émission, la dernière émission ou celle d'avant encore, je vous montrais par exemple des valeurs qui avaient des schémas, des fonctionnements qui leur étaient propres. Et je vous avais pris l'exemple de Equinox qui faisait du Equinox avec des hausses des consos, des hausses du conso et donc une valeur qui marche en crabe. D'ailleurs, à la suite de l'émission mardi dernier, le lendemain, on avait fait un trou d'air de 10% et on était venu chercher la proximité avec l'oblique cassé et la moyenne mobile à 200 périodes, tout comme on en avait parlé la veille. Donc ici, ce qui est intéressant sur Moncler, eh bien, c'est cette façon de procéder. Vous voyez que les gros creux ici se font sur des niveaux horizontaux et sont relativement propres. Et vous voyez que maintenant qu'elle a entamé une dynamique haussière et que la moyenne mobile à 200 périodes est haussière, qu'elle est en trend following, eh bien elle a toujours cette habitude de faire des creux en V, avec des plus bas de plus en plus bas, puis des plus bas de plus en plus haut. Et quand elle casse en quelque sorte la zone horizontale, comme un petit losange coupé en deux, et bien ça accélère. Mais donc là, on est encore une fois dans cette même configuration, un creux en V, on casse les plus hauts, on accélère. Un creux en V, on casse les plus hauts, potentiellement, on accélère. Ensuite, neurones. Alors ici aussi, on fait face à une belle valeur
en trend following. On jette un œil sur la fiche valeur de zone bourse. Chiffre d'affaires attendu pour 2022, 620 millions, capitalisation 800 millions. Leader français du conseil en management et des services numériques. Note de trading et note d'investissement très bonne. Croissance du chiffre d'affaires attendue régulière pour les années à venir, mais surtout un résultat net qui va bien augmenter. Donc un beau dossier. On regarde le graphique sur du long terme. On voit qu'on est sur une valeur qui cote ici depuis 20 ans. On voit d'ailleurs une GLB qui s'est faite ici en 2013, cassure du cours d'introduction et des plus hauts historiques. Depuis, c'est une belle aventure. On voit que, comme certaines valeurs, alors certaines valeurs en 2019 baissaient déjà avant le Covid, elles baissaient déjà depuis 2018, donc une consolidation de 2 ans. Avec le Covid, elle a marqué un beau creux, et depuis, elle s'est remise en trend following. Alors, c'est pas un dossier qui est très... comment dire, sur lequel il y a beaucoup de volume. Aujourd'hui, il y a 40 000 euros échangés. Simplement, voilà, on est dans une valeur qui fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, qui enchaîne les phases de hausse et de consolidation. Hausse, et là on est dans de la ossolidation, un peu le terme que j'utilisais, c'est-à-dire qu'on est dans de la consolidation horizontale, mais quand même avec des plus hauts de plus en plus hauts. On est sur une valeur qui a cassé ses plus hauts historiques, en fait, qui travaille ses plus historiques depuis maintenant plusieurs mois, depuis le mois de mars, et où les cours essayent d'accélérer à la hausse. Après, je pense qu'il faut laisser du temps au temps, voilà. Si ça ne veut pas accélérer ici au-dessus des 32 euros et qu'on revient vers les 30 euros, voire les 29, c'est pas la fin du monde. Tant qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, tant que la MM200 haussière arrive en soutien des cours, c'est un beau dossier. Simplement, parfois, il faut laisser du temps au temps, ne pas être trop pressé. Donc, beau dossier, beau trend following. Maintenant, est-ce que le timing est opportun de rentrer maintenant sur une tentative de cassure de plus haut? Je ne sais pas. On profiterait en tous les cas d'un meilleur timing si on entrait autour des 29-30 euros. Sofina, ça c'est un exemple d'une valeur trend following magnifique depuis plusieurs années, voire même décennies, puisqu'elle monte depuis 20 ans. Depuis le Covid en mars 2020, les cours ont doublé. C'est un rouleau compresseur haussier au-dessus des mêmes 200 avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Ce qu'on peut constater, c'est une accélération haussière quand même relativement forte en termes de pente sur les 2-3 derniers mois écoulés. Et parfois, quand on va un peu trop vite, un peu trop fort, eh bien, on a besoin de respirer par la suite. Donc là, un peu comme sur FDJ, jouet cassé de court terme, attention, je dis pas qu'on n'est plus en tendance haussière, on est toujours dans une superbe tendance haussière de moyen, de long terme, simplement à court terme, petit essoufflement, cassure d'oblique haussière, volume baissier, donc on pourrait très bien connaître une période de latéralisation, de respiration sur un titre qui reste très qualitatif et foncièrement haussier, mais qui à court terme a besoin de reprendre des forces. Tulle Group, ce titre-là, je trouvais intéressant. Déjà, c'est une demande de lecteur. Je vous rappelle que... Alors, vous pouvez me demander par email, ou bien par Twitter, ou bien sous les vidéos YouTube des valeurs. Après, sachez que je fais mon possible, que je ne peux pas tout voir. Donc voilà, parfois, cette valeur teste des niveaux relativement proprement, comme ici sur le support. Là, elle était dans un range. La cassure ici est très belle parce que elle a fait un gap pile poil au-dessus de son range et l'ouverture avec ce gap le 21 juillet dernier correspond au plus bas du jour. Et aux États-Unis, quand on a des ouvertures comme ça, c'est souvent des runaway gaps. Ça veut dire que c'est un gap d'accélération, d'éjection, de continuation. Avec une ouverture qui se fait au-dessus du gap et il n'y a même pas une baisse d'un demi-centime, d'un demi% à l'ouverture, ça paye direct. Ça paye direct et ça enchaîne avec une cassure des plus hauts annuels et historiques. Donc c'est assez propre et assez puissant, encore une fois.
Et puis vous voyez qu'après cette accélération haussière suite à ces cassures multiples, on a ici un pullback qui ne s'est pas fait pile poil sur le support, qui s'est fait à 1,5% au-dessus. Mais encore une fois, on peut considérer ça relativement propre. Donc cette valeur est vraiment appréciable. Test de support relativement propre, cassure de range relativement propre, cassure de plus haut historique avec pullback relativement propre. Pour ceux qui font de l'analyse technique, c'est relativement plaisant. Enfin, Vetoquinol, même chose que Sofina, grand trend following, ici sur les 10 dernières années, avec une belle accélération post-Covid. Simplement, encore une fois, il y a un rythme de progression moyen, sur le moyen terme. Vous voyez ici avec ces creux qui s'enchaînent. Et là, on est allé haut, vite, fort, en laissant un gap derrière nous. Et on note que l'oblique haussière se trouve à 110. Donc on est à 15% des supports. Si ça continue de payer, d'accélérer, de casser les plus hauts, on peut continuer comme ça. C'est comme un runaway gap et puis ça peut continuer sans revenir sur les supports. Donc c'est pas parce qu'on est un peu en lévitation qu'il faut forcément sortir. Simplement pour ceux qui souhaiteraient rentrer sur ce type de dossier, qui attendraient un éventuel repli pour pouvoir le faire, eh bien un retour sur l'ancienne zone cassée ici, sur les 110-111, une clôture du gap en fait à 115 € serait déjà une opportunité d'entrer sur repli sur un seuil technique. Et on va finir cette émission avec les introductions boursières, les GLB et quelques valeurs internationales. On commence avec Agrificorp aux États-Unis. Là, on est dans une potentielle GLB en cours. Alors, c'est pas toujours facile aux États-Unis. Parfois, on est sur des valeurs comme ça qui font des mèches et qui sont très volatiles. Donc, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Est-ce que ça va confirmer? On le verra, mais en tous les cas, voilà, c'est intéressant de la surveiller. On a une valeur qui a été introduite en bourse, qui a fait un plus haut historique proche de son intro, qui a consolidé, qui est reparti à la hausse. On a une tendance haussière qui accélère, des plus bas de plus en plus haut. Et là, il faut réussir à se défaire de cette zone. Ce qui importe dans ces cas-là, c'est de continuer de faire des plus bas de plus en plus haut. Et donc, c'est de se maintenir au-dessus des 20, voire des 19 $ et de ne pas avorter la GLB, puisqu'on va le voir d'ici la fin de cette émission, il y a des GLB qui peuvent parfois être dangereuses, qui peuvent être avortées. Or, dangereuses non, c'est tout simplement qu'il faut utiliser des stops. American Waterworks, alors là c'est rigolo parce qu'on a deux valeurs qui s'enchaînent, une aux États-Unis, une en Belgique. Donc là, valeur en trend following absolument magnifique, avec ou sans crise. Hein. Superbe dossier haussier. Simplement, on peut voir qu'ici on a une sorte de TEI, une épaule tête-épaule. Alors j'aime moins ces figures quand c'est des figures de continuation, je les préfère sur des creux, mais au moins ça donne un peu l'esprit de la chose. En fait, ça ressemble à une sorte de TEI ou ça ressemble à une sorte de tasse avec anse ici, et lorsque l'on casse la ligne qui parfois est horizontale, parfois est oblique, eh bien c'est souvent un signal haussier. Donc vous voyez ici, on avait un top ici, un top là, un top là. On voit l'esprit, hein, c'est pas toujours millimétré au point près en prenant les points hauts, les points bas. D'ailleurs, je pense que ouais, c'est pas très propre, vous voyez. Si on prend la orange, ici on est passé au-dessus, en dessous, donc c'est pour ça que je préfère prendre ce point-là et ce point-là. Et ici, on a une cassure propre qui a donné 10% de hausse. Après, j'aime bien aussi, quand on est sur des records historiques, utiliser des reports de hauteur de hausse, de hauteur de range ou de mouvement haussier. On a eu une impulsion haussière ici, une consolidation, une nouvelle impulsion haussière ici, et on voit que par effet de balançoire, on a pratiquement atteint un bel objectif. On voit aussi que c'est une valeur qui enchaîne des mouvements haussiers et correctifs. Donc voilà, pour celui qui n'en a pas ou celui qui veut renforcer la ligne dans une optique de long terme, on a ici une grosse zone à 165-167 $. Un éventuel retour du titre vers cette zone de prix serait une opportunité de prendre le train en route. Autre valeur dans l'eau, mais cette fois en Belgique, une valeur en plus qui vient d'être introduite en bourse, Ecopac.
Donc on va sur zone bourse, quand on ne connaît pas le dossier, hop, fiche valeur, on a les cotations, chiffre d'affaires. Et là, donc c'est une entreprise de solutions d'eau hors réseau axée sur l'ESG qui se concentre sur l'optimisation de l'utilisation de l'eau grâce à des unités de purification d'eau conteneurisées qui transforment les sources d'eau alternatives telles que l'eau de pluie, l'eau de surface ou les eaux usées en une eau plus propre qui peut être utilisée dans les processus industriels. Donc un business relativement intéressant. Et ici, ce qui saute aux yeux quand on regarde les finances, les perspectives selon S&P Global Market Intelligence, donc c'est parmi les meilleures data au monde qui sont achetées par Zone Bourse et qui sont gratuitement affichées sur le site Zone Bourse, c'est que le chiffre d'affaires est attendu en hausse de 50% en 2022 par rapport à 2021 et on attend pratiquement en fait un triplement du chiffre d'affaires sur 4 ans. Donc, et une société qui devrait commencer à gagner de l'argent dès 2021 et qui devrait accentuer son résultat net en 2022 et 2023. Donc, dossier original sur un secteur bien particulier, celui du traitement de l'eau. Elle a été introduite ici autour de 15 €, elle est montée très vite à 23, puis ça s'est calmé. Ça s'est calmé parce que ça s'est calmé sur le marché des introductions, sur le marché des small caps, etc. Elle avait laissé un gap derrière elle ici vers 16,60 € qu'elle est venue combler au mois de juillet. Et d'ailleurs, on a eu une poussée de volume ici, très certainement sur une publication qui a engendré un regain d'intérêt sur le titre. 50 000 titres pratiquement qui ont été traités ce jour-là, soit un des plus forts volumes hormis la semaine de l'introduction. Donc on a ici une sorte de grosse zone de neutralité et je vous ai mis en fait deux pivots. Un pivot, or pas Bernard, pivot donc résistance horizontale, tant qu'on est dessous ça reste neutre, si on la casse ça peut amener une accélération. Un pivot à 19 €. Et ensuite bien évidemment le pivot à 22,80 qui est le plus haut historique correspondant à la zone d'introduction qui serait donc une éventuelle GLB et qui est bien évidemment scruté, envisagé par ceux qui font du moyen terme sur ce genre de dossier. Ensuite, Frontier Communication, ça c'est pour regarder ce que pourrait être une GLB avortée. Vous voyez ici donc une valeur qui cote aux États-Unis, qui baisse, puis qui repart tester sa zone d'intro, qui ne passe pas, qui repart tester sa zone, qui passe un jour mais qui repart dessous le lendemain. Ça, c'est ce qu'on appelle le processus d'action-réaction, accélération suivie d'un avalement complet de la bougie précédente. Et c'est pas très positif. Alors, ça veut pas dire qu'elle va pas latéraliser pendant un temps sur la zone actuelle avant de retenter sur sa GLB. Ça veut pas dire qu'elle va se cracher, repartir fortement à la baisse. Mais ça invite à la prudence. Donc, pour quelqu'un qui par exemple, aurait acheté la GLB à 30,50, faut pas oublier soit de sortir dès le lendemain parce que ça accélère pas, soit de placer un stop et de se prémunir d'une rechute des prix post-GLB avortée. Ensuite, HRS Hydrogène Refueling, c'est une boîte qui cote en France qui, quand elle s'est mise à coter en février, on était un peu en euphorie de toutes parts. Il y a eu pas mal de sociétés qui ont coté dans l'hydrogène, Opium par exemple, qui fait une voiture à l'hydrogène. On avait déjà McPhy qui avait cartonné l'année dernière et puis qui chute depuis plusieurs mois. Qui chute depuis janvier, puis ça s'est accéléré ensuite en avril, etc. avec les mauvais chiffres. Mais tout ça pour dire que il y a eu une sorte d'euphorie sur l'hydrogène en début d'année et là ça s'est calmé. Donc hydrogène refueling empathie. Il faut regarder ce que font ces boîtes et ce qu'elles valorisaient parce que entre l'intro et les premiers jours, celle-là elle avait pris 50% et ça capitalisait déjà beaucoup. Donc on était dans une tendance baissière, on s'est neutralisé et ici il faut attendre une cassure de résistance, attendre des volumes, attendre qu'on sorte de l'ornière. Vous avez un pivot ici à 31,80, 32 €. Et puis je pense qu'on peut aussi utiliser l'introduction, le cours d'ouverture à l'introduction à 35 € comme un pivot. Et je pense qu'il vaut mieux prendre son mal en patience et attendre des cassures franches plutôt que d'acheter ce genre de dossier
puisque, rappelez-vous, hein, les introductions boursières en France, c'est pas extrêmement porteur, et il y a plus de 50% des introductions boursières de ces 10 dernières années qui sont encore dans le rouge par rapport à leur cours d'introduction. Donc ce qu'il faut aller chercher, c'est l'inverse. C'est des valeurs qui vont s'introduire et qui vont monter. Alors, celle-ci, ça fait un petit bout de temps qu'elle est cotée. InVibes Advertising, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. C'est très peu liquide, donc habituellement, je parle pas de ce genre de choses, mais bon, j'en parle pas pour vous dire achetez tout de suite, donc je pense pas que je la fasse décaler de quoi que ce soit. C'est pour ça que je me permets d'en parler, même s'il y a que quelques milliers d'euros échangés dessus. Même si ça cote pas énormément, il y a l'esprit qui est là. L'esprit de la cotation d'une société en 2016 qui va coter pendant 4 ans, sans grand volume, sans volatilité, puis qui va réussir à s'échapper de sa zone de consolidation horizontale par le haut et qui va commencer à inscrire de nouveaux records annuels et historiques et à les enchaîner, avec des volumes qui vont augmenter, avec une volatilité, des volumes qui vont augmenter sur ce genre de titre. Ça me fait penser à ventunique.com, donc titre qui était très peu suivi, qui était peu volatile, sur lequel il y avait voilà, peu de mouvement. Et puis d'un coup, la boîte est découverte, elle casse ses plus hauts annuels, elle casse des plus hauts historiques, elle fait sa GLB, les volumes augmentent, et puis il y a une sorte de vie qui commence en quelque sorte sur ce titre, sur cette société. Et là, InVibe Advertising en est un bel exemple. Après, vous voyez ici qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, mais qu'on est dans une sorte de figure ouverte. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme valeur qui est dans une figure ouverte pour que je vous en montre une? Better Bed. Voilà, Better Bed, figure ouverte avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On a touché le haut de la figure, on revient sur le bas de la figure. Et même le bas de la figure, j'y ferai attention parce que malheureusement, les figures ouvertes, j'en ai souvent vu dans ma carrière où on sortait par le bas au final. Donc si et seulement si on achète le bas d'une figure ouverte comme ici sur Better Bed avec une MM200, on le fait pile poil sur le niveau avec un stop serré. Si on est bel et bien dans une figure ouverte ici sur InVibe, ça veut dire qu'on pourrait revenir travailler les anciens niveaux autour des 15 euros. Ce qui importe de toute façon, hein, c'est la naissance de ce trend following. C'est la MM200 qui devient haussière. C'est cette oblique qui passe par les plus bas des derniers mois. Donc bien évidemment, je veux pas que ça baisse pour ceux qui sont dedans, mais ceux qui sont dedans, je pense qu'ils sont très contents, ils ont de la marge de manœuvre, et ceux qui en voudraient, eh bien, surveiller un éventuel repli vers 15-16 euros. Autre valeur qui a eu un comportement pareil comme InVibe, c'est Streamwide. Streamwide, elle a coté en 2007. Elle nous a fait un plus haut historique à 24. Ensuite, elle a chuté, elle s'est mise dans un range. On peut considérer que cette sortie de range, c'est la théorie du phénix. Une valeur qui est dans un range, qui est comprimée, qui à un moment donné va en sortir par le haut. On voit qu'au moment de la cassure des plus hauts, ici, les volumes s'étoffent et les cours commencent à devenir un peu moins erratiques. Alors c'était peut-être une valeur qui cotait 1 ou 2 fois par jour. Après, au fur et à mesure des volumes et du poids de l'action, eh bien, elles changent de marché. Elles changent de marché, donc elles attirent de nouveaux investisseurs, donc il y a plus de volume, donc plus de propreté graphique. Et ce qui est génial ici, c'est qu'on enchaîne donc la théorie du phénix, donc une valeur qui renaît de ses cendres, qui sort par le haut d'un range avec le retour des volumes, avec ensuite une GLB, puisqu'elle a coté 24 euros dans les premiers échanges post-introduction et qu'elle est venue chercher cette zone de 24 euros qu'elle a cassée, donc GLB validée à 24,25 ici. Donc step 1, c'est une valeur phénix qui se retourne, qui casse un range avec une MM200 qui devient haussière. Step 2, parfois c'est une GLB avec cassure de plus haut historique et cours d'intro. Et step 3, vous le savez, une fois qu'on est en GLB, qu'on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, on est en trend following. Donc on se sert de MM200. La valeur a consolidé ces dernières semaines et elle stabilise au-dessus des MM200. On voit que MM200 est haussière et que la valeur tente ici de repartir. On est dans un petit range de court terme entre 31,50 et 36. Et si on casse les 36, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on accélère de nouveau, qu'on aille chercher des plus hauts annuels, voire de nouveaux plus hauts historiques. Alors c'est clair que ce n'est pas des valeurs très liquides, mais je pense que ce n'est pas des valeurs qui sont suivies par grand monde. Et techniquement parlant, en tous les cas, c'est absolument sublime. Wise, ça cote en Angleterre et ici on parle de GLB.
Donc une valeur qui s'est introduite, qui est montée de 25%, qui a stabilisé à plat et qui tente à l'heure actuelle de casser son plus haut historique correspondant à son cours d'intro. Donc ici, pour le lecteur qui m'a posé la question, oui, c'est une GLB potentielle et il faut accélérer au-dessus de ce niveau pour la confirmer. Et puis ensuite, Zoom Info Technologie, là c'est de nouveau GLB avorté, point d'interrogation. Valeur qui a stabilisé et qui a fluctué entre 30 $ et 60 $ pendant des mois, qui a publié des chiffres et où les chiffres le 3 août ont été vendus, mais c'est reparti à la hausse ensuite, puis c'est redescendu après la GLB. J'aime pas ce genre de comportement. En fait, elle a échoué, puis elle est repartie, puis elle a tenté de casser, puis elle revient. Du coup, c'est pas propre, ça me plaît pas. Voilà. C'est un peu comme Valneva qui tente de casser son range, puis qui revient dedans, puis qui recasse, puis qui revient, puis qui recasse, puis qui se prend une énorme mandale. Quand je vois une action dont la fluctuation ne me plaît pas, ou les prix ne donnent pas des signaux propres, eh bien je ne fais pas, je m'en écarte. Je vous avais expliqué aussi ce phénomène sur Claranova, qui ici avait tenté de rebondir sur son bas de canal, puis qu'il casse, puis qui cassait même 200, puis qui réintègre le canal, puis qui se prend une mandale. En fait, quand une action casse, reprend, c'est qu'il y a une sorte de tension, une indécision forte. Et d'expérience, ça se passe mal. Le problème, c'est que quand je dis que des valeurs comme Valneva ou Claranova sont pas propres et que ça peut tendre à des baisses, je me fais taper sur les doigts par les aficionados de la valeur. J'espère que les autres comprendront et que certains même qui adorent cette valeur comprendront pourquoi je dis ça. Parce que c'est tout simplement pour vous protéger, pour votre bien, pas parce que j'aime taper sur une entreprise plutôt qu'une autre. Voilà. Sur ce, j'espère que j'ai repris pas mal de concepts, des nouveaux, des anciens, des nouvelles valeurs, des GLB, de l'international, des valeurs du portefeuille zone bourse. J'espère que cela vous a plu. Et puis, je vous souhaite le retour du soleil. On a une petite éclaircie ici sur Paris. Espérons que ça dure. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt.